Bonjour à tous et bienvenue sur Zoom Invest pour ce nouveau numéro de Macro Express, le lieu d'échange où on s'interroge sur les dynamiques macroéconomiques et financières. Et aujourd'hui, pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Christopher Dembick, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Bonjour Christopher. Bonjour. Alors j'ai envie de rentrer un peu dans le vif du sujet et parler de dynamique économique et de croissance. En début d'année, on avait tous peur que les États-Unis tombent en récession et entraînent l'ensemble du monde à cause des décisions de Trump, notamment sur les tarifs, donc les droits de douane. Aujourd'hui, on se rend compte 10 mois plus tard ou 11 mois plus tard que ce n'est pas le cas. Comment interprétez-vous ce changement de dynamique de la croissance mondiale ? En fait, le problème qu'on a, c'est qu'en économie, l'économie essaye de se caler sur les marchés financiers, c'est-à-dire d'avoir une interprétation de l'évolution macroéconomique des statistiques extrêmement rapidement. Et bien sûr, c'est inopérant, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez une donnée que vous pouvez en tirer des conclusions extrêmement rapides. Typiquement, lorsqu'on a eu le jour de la libération donc de Trump début avril, effectivement, vous avez une myriade d'organisations, notamment de banques, en particulier américaines, qui ils sont passés grosso modo, souvent ils étaient sur une prévision de croissance autour de 1,7%, 2% pour l'économie américaine, ils sont passés à la récession. 15 jours plus tard, ils se sont rendus compte que c'était peut-être un tout petit peu exagéré. Oui, la volte-face a été rapide. Ah, complètement, c'était vraiment assez passionnant pour voir comment le décalage a eu lieu. Nous, chez Pictet, on avait été très prudents dans la foulée pour plusieurs raisons. Bien évidemment, il y avait l'effet de communication, mais on sait qu'avec Trump, c'est très compliqué de savoir ce qui sera mis en pratique. Historiquement, on a suffisamment d'études pour nous montrer que du protectionnisme, du regain de protectionnisme, n'induit pas automatiquement un décalage de croissance très important et surtout un rebond de l'inflation, parce que vous avez dans un cadre de mondialisation, c'est très compliqué de calculer. Et le dernier point, c'est que finalement, on a assez logiquement, et c'est le rôle de l'économie, c'est d'être un peu plus patient que l'analyse de marché, c'est-à-dire d'avoir un peu plus de données pour juger. Donc nous, très clairement, dans la foulée, on n'avait même pas ajusté notre prévision de croissance. Alors à l'époque, on devait être, je pense, un peu trop optimiste. On devait être à 2% pour l'économie américaine. On a révisé entre 1,5 et 1,7. Mais voilà, vous voyez, c'est au doigt mouillé, grosso modo. En tout cas, pas un scénario de récession. Il faut être vraiment très prudent avec les effets d'annonce et surtout avec l'administration Trump. Je vous donne un seul exemple qui complique la tâche de l'économiste. Typiquement, on se dit, tarif douanier, ça va être répercuté soit sur les marges des entreprises, soit sur le consommateur ou les deux. La réalité, c'est que par exemple, aujourd'hui, vous avez des tarifs douaniers qui sont très importants à l'égard de la Chine, de la part des Américains. Et on se dirait, bien évidemment, finalement, c'est répercuté sur le consommateur. C'est un peu plus complexe. La Chine, notamment, utilise ce qu'on appelle des pays tiers pour continuer d'exporter aussi massivement. Si vous regardez, ce qui est assez passionnant, regardez par exemple le bond des exportations chinoises vers le Suriname, petit pays. Ça a explosé. Ça a explosé. Et sur plein de petits pays comme cela, on voit ce bond et après le Suriname exporte massivement vers les États-Unis. Donc ça montre quand même la difficulté aujourd'hui d'avoir une analyse un peu binaire, j'oserais dire. Il faut être patient et surtout il faut avoir conscience dans un cadre de mondialisation. Finalement, vous avez tellement de stratégies de contournement qui existent, donc c'est pas protectionnisme comme dans les années 30, c'est de l'inflation. C'est pas blanc ou noir. Exactement. Et d'ailleurs, alors je sais que c'est compliqué de répondre à cette question parce qu'on n'est pas dans la tête des juges de la Cour suprême, mais c'est ultra d'actualité. J'ai même entendu une statistique qui dit qu'aujourd'hui, on pense qu'il y a 27% de chances, alors le je ne sais pas qui c'est, mais 27% de chances que la Cour suprême maintienne ces droits de douane annoncés par Trump. Vous en pensez quoi chez Pictet et Christopher ? Qu'en pense-t-il ? Alors, on pense que dans tous les cas, même si on avait une censure de la Cour suprême, ce qui est très très loin d'être acquis, l'administration Trump a travaillé sur 3 éventuellement leviers supplémentaires qui pourraient légitimer la mise en place de tarifs douaniers. Alors, il y a 3 leviers qui sont différents. Certains ont des limites, notamment sur les taxes douanières qui peuvent être mises en application. Mais l'élément qui est crucial, c'est que dans l'arsenal juridique américain, vous avez suffisamment de leviers aujourd'hui pour qu'on ait dans tous les cas les taxes douanières. Alors peut-être effectivement à l'égard de la Chine, on ne pourra pas du jour au lendemain menacer de nouveau d'avoir 100% de tarifs. Mais la réalité, c'est que vous avez à minima des réglementations ou des leviers juridiques qui permettraient par exemple 50% de tarifs douaniers sur des pays qui sont jugés, en tout cas, mettant en place une concurrence déloyale. Et concurrence déloyale, on sait très bien que c'est une définition qui est très floue. Donc pour moi, c'est un faux sujet. C'est un sujet juridique, mais à la toute fin, vous avez toujours ces taxes douanières qui subsisteront. Alors peut-être, on ne va pas parler que des États-Unis. Malgré tout, ça domine quand même le monde macroéconomique et financier, donc on est obligé de passer par là. Il y a une actualité aussi brûlante, puisqu'on vient de dépasser le record de durée de shutdown aux États-Unis. On en est à 36 jours, je crois, aujourd'hui. Qu'en est-il ? Est-ce qu'il y a un effet ou pas économique ? On a beaucoup lu au début du shutdown qu'en réalité, l'effet était faible.
au bout d'un certain temps, est-ce que ça commence pas quand même à peser et est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter un petit peu ? Bon, déjà, le problème, c'est qu'on navigue à vue. Ça, c'est clair. Puisque les rares statistiques qui sont publiées sont des statistiques privées, qui sont parcellaires, avec des Et voire méthodologies contradictoires entre elles. Entre Tout à fait, ADP complètement, c'est le et bon exemple. l'ISM emploi. Voilà, j'ai notamment été assez sceptique, on va dire, à l'égard du rapport ADP. Et j'ai eu justement leur attaché de presse qui m'a dit « Mais regarde la méthodologie ». Malheureusement, aujourd'hui, l'enquête ADP, en tout cas, n'a pas le même scope, la même fiabilité que le rapport du travail aux États-Unis par le département du travail. Donc aujourd'hui, on a un problème, on navigue à vue. C'est le premier sujet. Est-ce que c'est un gros impact ? Alors, on aura un impact sur la croissance au T4. Il n'y a pas un énorme débat, même si on sait qu'il y a des mesures de compensation. Vous avez notamment des milliardaires proches de Trump ou des organisations caritatives qui essayent de maintenir, parce que vous avez une grande partie, notamment des militaires, des employés du secteur public qui ne touchent plus, effectivement, leur rémunération. Donc, vous avez des moyens de compenser. Les contrôleurs aériens qui, paraît-il, veulent commencer à lever le pied. Exactement. Eux doivent continuer sans être payés. Donc, vous avez tous ces sujets-là qui peuvent un peu nuire à la consommation. Mais pour moi, fondamentalement, c'est un épiphénomène, c'est-à-dire ce sera un impact sur le T4, en sachant que les derniers chiffres des PIB pour le T2 et le T3 étaient plutôt très bons. Donc, a priori, ce n'est pas un gros problème. Et n'oublions pas aussi que pour Trump, je pense que l'objectif, il est double. L'objectif, c'est déjà d'enclencher le bras de fer pour les midterms qui auront lieu l'année prochaine. Et l'autre point, c'est que le Doge ayant été un échec flagrant, on essaye un peu de compenser. Mais du point de vue macroéconomique, c'est un impact sur du trimestre. Ça sera lissé sur l'année. Donc, je n'ai pas une inquiétude particulière à cet égard. Et d'ailleurs, on voit les marchés s'en préoccupent assez peu. Je pense que pour une fois, ils ont raison. Ok. On va peut-être switcher à l'Europe. On reviendra peut-être sur les banques centrales après. Mais j'ai une question moi, qui me tracasse sur l'Europe. On a vu tous ces plans de relance qui ont été annoncés, qui sont monstrueux, que ce soit en infrastructure, en défense, etc. Est-ce que l'Europe a les moyens de ses ambitions et comment elle va mettre en place ces dépenses dans un contexte où on cherche à économiser de partout du fait des déficits? Comment va-t-elle faire? Alors, on me reproche souvent d'avoir biais négatif à l'égard de l'Europe. Donc, ça amorce la discussion. Malgré tout, quand même, quand on regarde les chiffres, on va essayer d'être le plus objectif possible. Si on regarde les données de la BCE, on va considérer que c'est les plus objectives. Vous n'avez pas d'inflation quasiment parce que vous avez une demande qui reste dans tous les cas chroniquement faible. On retourne à avant Covid, c'est le même sujet. Vous avez une croissance qui est atone, c'est-à-dire le débat, c'est est-ce qu'on est à 1% de croissance ou 1,2% de croissance. Les plans de relance, les seuls pays qui ont une capacité de faire de la relance, concrètement, c'est l'Allemagne. Le sujet avec l'Allemagne, ils ont effectivement annoncé un plan de relance très ambitieux en février, mais on a toujours le même problème avec l'Allemagne, c'est-à-dire ils sont très longs à délivrer le plan de relance. Au début, vous aviez toutes les estimations et nous-mêmes, on l'a fait, on s'est dit l'impact, on va commencer à le percevoir début 2026, puis après on s'est rendu compte c'est un peu long à être enclenché, ce sera peut-être 2027, peut-être 2028. Donc le problème derrière cela, c'est qu'on a un seul État, grosso modo, qui est en mesure de faire de la relance, mais cette relance, elle va prendre du temps parce qu'historiquement, ils sont toujours longs à le faire. Quand on regarde qu'alors que les autres, bien sûr le cas français est l'un des plus problématiques au niveau de la zone euro en tout cas, vous n'avez aucune marge de manœuvre pour faire de la relance. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vous avez grosso modo Allemagne qui est en bonne santé, les pays du Sud, et par pays du Sud, j'entends surtout pays ibériques. L'Italie doit continuer de faire des efforts et la France, dans un monde idéal, devrait en faire aussi. Donc il y a assez peu de marge de manœuvre pour faire de la relance. C'est pour ça que quand on parle de relance, par exemple, de la défense, qui est certainement nécessaire, mais il faut de l'argent, il faut une stratégie. Et par exemple, je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, contrairement aux Américains, on n'a pas compris que si on voulait faire de l'autonomie stratégique, qui est le terme à la mode, il faut être déjà moins dépendant des minerais chinois. C'est clair. Et les Américains l'ont compris. D'ailleurs, ils font des accords. Il y a eu un accord récemment temporaire avec les Chinois, mais aussi ils rapatrient, ils décident aussi d'exploiter des mines. C'est polluant, certes, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Ils prennent cette décision, exactement. Comme la Chine l'a fait il y a quelques années. Tout à fait, et c'était pertinent. Et l'Europe, moi, j'ai un peu l'impression qu'ils ont un peu perdu le premier levier qui va être, il faut déjà avoir accès aux ressources avant éventuellement de faire de la relance de la défense et éventuellement en plus avoir de la liquidité pour le faire. Donc, je suis assez sceptique à cet égard. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunités d'investissement en Europe, mais en tout cas, tout le narratif qu'on avait en début d'année, qui était cette renaissance européenne, c'est un peu retombé comme un soufflet. Exactement, c'est de la com, c'était sympa, mais pour moi, je n'achèterai jamais une action ou n'importe quel actif européen en disant on va avoir un rebond de croissance, parce que je ne le vois pas, ce rebond de croissance venir. C'est clair. Alors, États-Unis, Europe, il y a évidemment un autre gros bloc qui est
totalement hétérogène, ce sont les émergents. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que la Chine dans ces émergents qui est intéressant? Et est-ce qu'elle-même, la Chine, aujourd'hui, il faut la re-regarder après un moment où, même si la performance boursière est plutôt flatteuse depuis quelques mois, est-ce que c'est un feu de paille? Qu'est-ce qu'on fait dans les émergents aujourd'hui? Alors, si on parle émergence sans Chine, je reviendrai sur la Chine après. Sans Chine, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez une complète inversion en fait, de dynamique économique. Avant Covid, grosso modo, les émergents, c'était les pays qui étaient lourdement endettés, qui étaient dépendants des investisseurs étrangers, qui avaient des troubles en termes de gouvernance, troubles sociaux, etc. Alors, certains l'ont encore, mais quand on regarde le bloc des grands pays émergents, aujourd'hui, vous avez des niveaux de dette sur PIB qui sont 2 fois inférieurs à la moyenne des pays développés. Vous avez une dette des pays émergents en monnaie locale qui est moins volatile sur des échéances jusqu'à 3-4 ans que la dette des pays développés, pour une raison qui est simple, c'est-à-dire vous avez plus d'investisseurs nationaux aujourd'hui qui se sont portés sur la dette des émergents, donc ils ne vont pas se faire harakiri, et de l'autre côté, vous avez moins de problématiques sur l'endettement quand même. Donc, et une inflation qui est à peu près contrôlée, et même des banques centrales d'ailleurs qui ont réussi à, même si elles étaient officiellement indépendantes, mais qui ont réussi quand même à prendre un peu plus d'indépendance dans les faits. Je vous donne un exemple, le Brésil, c'est le seul grand État émergent qui augmente les taux directeurs. Pourquoi le fait la Banque centrale? Parce qu'elle considère à juste titre que le gouvernement dépense trop. Et donc, il y a un risque inflationniste. Donc, il y a même quand même cette dynamique qui est très positive du côté des émergents. Ils ont une bonne performance depuis le début de l'année. Les monnaies sont relativement stables. Bien sûr, c'est toujours hasardeux de se dire est-ce qu'on est sur un retour durable? Parce que ce retour durable des émergents, ça fait 10 ans qu'on en parle. C'est un peu comme le Japon et ça ne survient pas. Mais je pense qu'ils ont des bons fondamentaux économiques qui permettent de repartir sur des bonnes bases. Le cas de la Chine, c'est un cas qui est complètement à part. La Chine, pour moi, ça a redémarré essentiellement parce que les fonds spéculatifs ont commencé à racheter à partir de l'été. Ils avaient fait leur positionnement sur l'Europe, ils se sont rendus compte que le soufflet européen tombait. Ils ont eu des bons gains d'ailleurs à cet égard, donc ils ont cherché d'autres zones géographiques pour se diversifier. Sur la Chine, c'est toujours compliqué. Dans tous les cas, pour investir, il faut être très limpide. Nous, on commence à s'interroger, à se dire est-ce que ce n'est pas uniquement un investissement de court terme, mais plutôt un investissement de long terme? Parce que c'est vrai que quand on regarde la dynamique sur l'IA, vous avez un pan en tout cas qui va être important dans l'IA, qui va être tout ce qui est robotique et IA. Et la Chine est plus leader que n'importe quel autre État. Les États-Unis, eux, sont plus sur les algorithmes d'apprentissage et je pense que leur hégémonie est incontestée sur ce sujet-là. Donc ça peut être intéressant, mais disons que c'est le temps long. C'est-à-dire que beaucoup des acteurs qui sont sur la robotique et l'IA en Chine, ce sont des startups. Donc je ne vous invite pas particulièrement à aller dans l'environnement startup en Chine. Il faut attendre qu'elles soient cotées, ça peut prendre énormément de temps, mais disons qu'il y a une dynamique qui est intéressante à se mettre en place. En revanche... Donc vous êtes en face de Michael Burry, quoi. Long US Tech et short Asie Tech. Exactement. C'est à peu près ça, grosso modo, si on résume. Donc, on est vraiment sur ce type de thématique et on regarde aussi sur le luxe. On commence à voir quand même qu'il y a un sujet. Nous, historiquement, Pictet a une forte composante sur le luxe, mais il y a un fonds sur européen, le sujet depuis longtemps, notamment français. Et on a assez peu de fonds, assez peu d'actions du luxe chinoise. Et on commence à se rendre compte qu'à un certain stade, il va falloir quand même les intégrer, même si le problème, il est toujours le même en Chine, c'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes normes comptables, donc c'est quand même un vrai problème. Donc il faut jongler avec ça, même si vous avez des équipes sur place. Mais en tout cas, on regarde. Je voudrais dire que la Chine, on commence à le mettre pas en avant, mais on regarde surtout pour voir où est-ce qu'on va. Alors peut-être pour conclure, même si on n'a pas parlé du Japon et on aurait pu et on aurait dû, parce qu'il se passe quand même des choses là-bas, ce sera peut-être pour une autre occasion, mais pour conclure, pas sur le volet macro, mais plus sur le volet marché, puisque vous êtes conseiller également en stratégie d'investissement, et donc pour investir, que fait-on aujourd'hui? Est-ce qu'on est toujours long action pour cette fin d'année et début 2026? Oui, vraiment ça, on n'a pas un gros sujet. Long action, avec une prédilection pour les États-Unis, notamment pour la composante tech. On n'a pas de gros problèmes, les résultats d'entreprise étaient très bons. Il y a aussi des belles opportunités en Europe, notamment dans les bancaires. Ce n'est pas du tout notre cœur, on ne promeut pas les bancaires, mais on peut avoir un avis objectif à cet égard. Savoir notamment les bancaires italiennes ou encore espagnoles peuvent être intéressantes, même si elles ont bien augmenté. Et effectivement, peut-être aussi les actions environnementales, plutôt américaines, très rapidement parce que l'IA a besoin d'énergie. Et là, c'est le signal prix. C'est pas que les États-Unis se sont convertis à la transition écologique. C'est du business. C'est du business. C'est plus intéressant d'avoir de la production et du stockage d'énergie renouvelable que fossile aujourd'hui. C'est moins cher, donc ça fonctionne. Donc ils y vont. Merci beaucoup, Christopher. Merci d'être venu pour ce Macro Express. Et pour tous nos auditeurs, nous vous retrouvons au plus vite pour un nouveau numéro sur Zoom Invest.